La dernière fois que j'ai vu Massoud, c'était dans une chambre d'hôtel parisien, avenue Montaigne, chambre et appartement gardé par des policiers français en civil. Je me souviens, avant d'entrer dans la pièce où était Massoud, dans le salon, je m'étais adressé au policier, parce qu'on avait attendu devant la porte un petit peu, en lui disant prenez bien soin de lui, protégez-le bien. Car il est évident que c'était un homme menacé. Et le fait qu'il vienne en France l'exposait encore plus, parce qu'il se mettait à jouer un rôle politique qu'il n'avait pas jusqu'alors joué dans les médias occidentaux et auprès des hommes politiques occidentaux, donc il se mettait à avoir plus de puissance. C'était évident pour moi. Et nous étions quelques amis qui aimaient vraiment Massoud, qui avaient compris Massoud. Et Massoud a été d'abord, nous a fait un petit discours très émouvant pour nous remercier. C'était la première fois qu'il faisait vraiment en prenant son temps, en choisissant ses mots, en nous disant que du fond du cœur, il nous remerciait d'avoir toujours témoigné, et il nous demandait surtout de continuer à le faire. Il nous disait que plus que jamais, il fallait continuer à l'aider, et qu'il avait confiance en nous, et qu'il avait confiance en l'Occident, qu'un jour, on finirait par l'aider, et que le combat serait gagné. En fait, Massoud, pour l'avoir suivi donc sur une période de 20 ans, je l'ai vu se transformer d'une manière assez belle, quoi. J'ai suivi l'évolution et la façon de mûrir d'un homme qui était en quête de quelque chose. Je pense qu'au début de la vie de Massoud était un jeune étudiant à l'école polytechnique de Kaboul, après être passé par le lycée français de Kaboul, et il avait milité dans les jeunesses musulmanes qui se sont opposées très vite aux jeunes communistes afghans qui ont commencé à être très actifs à partir du coup d'État contre le roi en 73. Et Massoud, à cette époque-là, je pense, aurait certainement été assez proche des frères musulmans, quoi. Il aurait pu partir dans cette tendance. Je l'ai vu en 81, donc la première fois que je le filme, c'était un jeune homme plein de charisme, plein de force, qui se disait nous ne pouvons pas accepter d'être bombardés au nom du progrès, parce que les soviétiques étaient venus en Afghanistan en disant qu'ils allaient apporter le progrès à la société afghane. Ils étaient appelés par le régime communiste qu'ils avaient mis en place à partir de 1978 en Afghanistan, mais ils le faisaient à coups de bombe. Donc Massoud, lorsque je le rencontre dans la vallée du Panjshir, c'est un homme qui essaie d'organiser une résistance face à cette armée soviétique que tous les spécialistes du monde entier avaient décrété comme invincible, quand on avait l'impression que une fois que l'armée soviétique s'installait sur un territoire, elle ne le quittait pas. Donc on donnait aucune chance à cette époque à ces paysans armés afghans qui tenaient tête à cette armée qui était considérée comme une des plus puissantes du monde. Massoud, il s'en moquait de ça. Pour lui, il était clair qu'il devait défendre la culture afghane, le mode de vie afghan, la religion musulmane dont il était croyant. Et donc, je rencontre cet homme à ce moment-là. En 1984, quand je reviens dans la vallée du Panjshir, je rencontre une vallée du Panjshir, donc 100 km de long, complètement rasée. C'est-à-dire que le prix de la résistance de Massoud et de ses hommes, ça lui a valu des représailles terribles de la part des soviétiques qui ont décidé d'en finir avec cette résistance. Donc ils avaient monté une grande opération de bombardement de tapis et pendant 15 jours, ils ont fait bombarder la vallée du Panjshir. Massoud avait réussi à faire évacuer la vallée quelques jours avant le déclenchement de l'opération de bombardement parce qu'il avait infiltré avec des agents l'état-major soviéto-afghan qui était basé à Kaboul. Donc en l'espace d'une nuit, il y a 120 000 personnes qui étaient des habitants de la vallée du Panjshir qui ont quitté leur maison et qui sont passés de l'autre côté des cols pour aller se réfugier dans les vallées voisines. Les commandos soviétiques étaient venus pendant 8 jours parfaire le travail de destruction des bombardements. Ils avaient passé au lance-flammes tout ce qui restait à détruire, c'est-à-dire notamment les tas de blé qui étaient transformés en tas de cendres, qui étaient passés au lance-flammes. Et puis il y avait encore tous les hommes de Massoud qui étaient présents, mais dans des grottes à 3000, 3500 mètres d'altitude, et qui vivaient là, et qui harcelaient les soviétiques qui avaient installé une base dans le centre de la vallée, à Annaba.
Et à ce moment-là, j'avais passé, avec Bertrand Gallet, on avait passé 1 mois et demi à passer de grotte en grotte, longeant toute cette vallée, mais par la ligne de crête, et à filmer cette incroyable résistance de ces hommes de Massoud. Et Massoud était là. Lorsqu'on rencontre Massoud, il était en train de faire des inspections de toutes ces positions. Et il était avec son bâton. C'était vraiment le moine soldat, quoi. C'était assez étonnant. Je me souviens, on le cherchait depuis plusieurs semaines, et un jour on arrive sur un haut plateau où il y avait un peu d'herbe, puis il y avait un attroupement d'hommes devant une grotte, et on reconnaît des hommes de la garde proche de Massoud. Et nous entrons dans la grotte et Massoud était là, nous accueille avec un grand sourire, puis il commence à nous expliquer que les commandos soviétiques ne lui faisaient absolument plus peur, et il nous explique la technique des commandos soviétiques. Vous savez, il a retiré son foulard, il avait posé son foulard sur le sol, en disant voilà, c'est la montagne. Mais les commandos soviétiques, plutôt que de déposer avec les hélicoptères les commandos sur le haut de la montagne, ils les déposent toujours en bas. Donc nous sommes toujours en haut. Et puis on les assaille, on leur tire dessus par le haut. On se cache dès qu'ils commencent à progresser, et puis la nuit on les attaque. Donc ça a été un cauchemar littéral pour les commandos soviétiques. Et Massoud était encore là. Et c'est l'homme qui ne capitule pas, alors que devant lui c'est un désastre. Mais il ne capitule pas. En 85, il passe une trêve avec des généraux soviétiques. Alors là, c'est incroyable, quoi. C'est une chose qui a peu été diffusée, quoi. On n'a pas su que Massoud avait passé une trêve avec des généraux soviétiques. Enfin, il y a des mouvements de la résistance, des Pashtuns dans le sud qui ont trouvé que c'était très mal, que c'était tout d'un coup une trahison. Il était devenu l'homme des Russes pour les Pashtuns à ce moment-là. Mais il passe une trêve de non-agression réciproque, ce qui lui permet pendant 2 ans d'étendre toute son influence dans le nord-est de l'Afghanistan. Nous avons donc eu des pourparlers et nous sommes tombés d'accord sur le délai de la trêve. Profitant de cette opportunité, nous sommes aussitôt mis au travail. Et pour la première fois, une grande réunion a été organisée dans le Nord. De nombreux frères du Nord ainsi que d'autres régions y ont participé. Je leur ai exposé mon plan d'action. Celui-ci a été accepté. Pour la première fois, le Conseil du Nord a vu le jour. Le Conseil du Nord marque un tournant dans l'histoire de la résistance. Pour la première fois, plusieurs provinces se trouvent rassemblées sous un même commandement. Massoud peut passer au stade supérieur, la mise sur pied d'actions militaires combinées. Mais certains Afghans lui reprochent d'avoir quitté sa vallée. Le groupe extrémiste de Gulbuddin Bakhtiar lui fait même directement la guerre. Lorsque je retourne, moi, en 87, je trouve Massoud plus au nord du Panjshir et installé là à la tête d'un régime, d'une organisation qui s'appelait le Conseil du Nord et qui fédérait déjà des tas de groupes qui n'étaient pas seulement des groupes du Panjshir. Et en 89, les troupes soviétiques quittent l'Afghanistan à la grande surprise générale. Alors là, c'est une des rares occasions où les médias se sont vraiment intéressés à l'Afghanistan. C'était un événement incroyable, quoi, ce retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Ils laissent derrière eux 1 500 000 Afghans tués. Il y avait 5 millions d'Afghans en exil. Les troupes soviétiques ont perdu 15 000 hommes, beaucoup de blessés, mais une meurtrissure à travers la société russe parce que c'était une guerre honteuse. Et Massoud, lui, a son Conseil du Nord et tous les journalistes qui sont présents à Kaboul au moment du retrait des troupes soviétiques pensent que Massoud va rentrer dans Kaboul, quoi, et que les Moudjahidines vont rentrer dans Kaboul. Et ce qu'on appelait la résistance afghane va rentrer dans Kaboul. C'était pas méconnaître déjà la situation, quoi. Ce qu'on appelait la résistance afghane, c'était une composition de groupes très hétéroclites avec des intérêts différents. Et il y avait aussi le jeu qui avait été joué par les Américains et par la CIA, notamment, qui avait financé complètement un ennemi de Massoud, un Pashtun, qui était l'homme aussi, le pion des services secrets pakistanais, qui s'appelle Gulbuddin Bakhtiar, qui est encore en vie, et qui est un homme qui voulait le pouvoir, et qui n'arrivait pas à être aussi efficace que Massoud. Mais pourtant, c'est lui qui avait reçu à peu près 80% de l'aide américaine. C'était un des plus fondamentalistes parmi les groupes de la résistance afghane, et il passait surtout son temps à attaquer les hommes de Massoud plutôt qu'à attaquer les soviétiques. Mais bon, ça, c'était incompréhensible pour nous occidentaux qui constations la réalité du terrain, de voir ce choix très cynique fait par les Américains qui s'étaient dit nous allons
aider et subventionner les plus extrémistes parmi les musulmans, car ce sont eux, bien sûr, naturellement, logiquement, qui vont être les ennemis les plus féroces du communisme et des soviétiques. Bon, c'était un plan à courte vue et la suite des événements va démontrer combien ce genre d'études et d'approche de la réalité, sans tenir compte de la réalité humaine, peut nous entraîner vers des conséquences gravissimes. Alors après, il a fallu attendre, les journalistes se sont essoufflés à Kaboul, le régime communiste qui était tenu par le président Najibullah était très fort, il y avait des conseillers soviétiques qui étaient présents, il y avait une armée afghane qui était présente. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut jamais oublier, c'est qu'en Afghanistan, il y a toujours eu une guerre fratricide. Il y a toujours eu cette armée afghane qui était avec les soviétiques, qui était nombreuse, et qui se battait contre ses frères qui étaient dans les provinces et dans les campagnes afghanes. Donc le poison de la guerre civile était déjà inoculé en Afghanistan dès le départ, avec justement cette utilisation des Afghans par les soviétiques contre leurs propres frères des campagnes. Ensuite, il y a une autre chose qu'il faut pas oublier lorsqu'on aborde l'Afghanistan et qui est fondamentale, c'est le fait que c'est un pays où il y avait 95% de personnes analphabètes. Il y avait très très peu d'intellectuels, de personnes qui avaient une formation de techniciens pour justement pouvoir reconstruire un jour un pays. Donc lorsque les soviétiques quittent l'Afghanistan en 89, d'une part, la résistance afghane n'arrive pas à prendre Kaboul parce qu'ils sont pas assez organisés et le régime est fort, et d'autre part, il n'y a pas dans les coulisses un gouvernement qui peut se constituer pour prendre la relève un jour pour reconstruire un Afghanistan et amener à nouveau la paix en Afghanistan. Il y a au contraire des tas de groupes qui ont des intérêts différents et qui vont se battre. C'est en 92 que Massoud finalement arrive à entrer dans Kaboul, mais là il est entré d'une manière assez habile, mais aussi dangereuse. C'est-à-dire qu'il a passé un pacte avec un homme qui est encore présent, qui est encore vivant aujourd'hui, qui est dans la composante de ce qu'on appelle l'Alliance du Nord, qui s'appelle Rachid Dostom, qui est le général Dostom. Cet homme, en fait, c'est un Ouzbek, donc une tribu du nord-est de l'Afghanistan, et c'est un homme sans foi ni loi. Et ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. L'islam, il s'en fiche complètement. C'est un amateur de femmes, de vodka. Il était connu pour ses grandes fiestas, et surtout, il était connu pour sa grande violence, parce qu'il était à la tête d'une milice qui était au service du régime communiste pendant toute la durée de la présence soviétique en Afghanistan. La milice ouzbek de Dostom était réputée pour sa brutalité et travaillait pour les services secrets afghans qui étaient à la solde des soviétiques. Donc ils avaient commis une multitude d'exactions. C'est eux qui faisaient les basses besognes d'arrêter les opposants, de s'occuper des tortures, des exécutions, des assassinats. C'était les gens de Dostom. Massoud a fait un pacte avec lui en lui disant tu auras une place dans le gouvernement qu'on te mettra à Kaboul, mais tu nous laisses entrer dans Kaboul sans combattre. Pour Massoud, cette alliance était nécessaire pour entrer dans la ville sans avoir à bombarder la ville. Pour lui, c'était très important. Il y avait dans la ville de Kaboul, il y avait plus de 2 millions d'habitants. Il y avait une multitude de familles de moudjahidines qui habitaient à Kaboul. Donc il fallait pas bombarder la ville, il fallait pas toucher la ville. Elle avait été laissée intacte pendant toute la guerre parce que les soviétiques y avaient leur base principale, mais il fallait qu'elle reste encore intacte pour pouvoir amener à nouveau l'édification d'un nouvel État afghan. Donc Massoud entre sans combattre dans Kaboul, mais là il se trouve face à une situation d'anarchie totale qui va se dégrader en quelques jours. C'est-à-dire que les communistes afghans qui avaient extrêmement peur de l'arrivée de ces moudjahidines se mettent à s'habiller comme des moudjahidines, ouvrent toutes les prisons, toutes les portes des prisons ont été ouvertes, distribuent les armes à qui veut les prendre. Il y a une multitude de petits chefs qui se mettent à se faire passer pour des grands moudjahidines, qui engagent toutes sortes de types, parfois sans aucune morale, et les armes. Et donc on a une situation d'anarchie totale dans la ville, où des tas de petits, des bandes se mettent à agir, à faire des pillages, à faire des viols. Le viol, c'était quelque chose d'impensable en Afghanistan. Et Massoud il n'avait plus de police, il n'avait pas de gendarmerie, et donc il n'a pas réussi à amener la paix dans la ville. Et 5 semaines après l'arrivée des moudjahidines dans Kaboul, Gulbuddin Hekmatyar, qui était toujours à la périphérie de la ville, a fait bombarder la ville à la roquette, et ça a été le désastre total.
Massoud m'avait dit en 97, il m'a dit je n'aurais jamais dû entrer dans Kaboul. J'aurais dû ou alors prendre Kaboul et après me retirer de cette affaire. À Kaboul, il a perdu beaucoup de son crédit et son image s'est brouillée. Et ses ennemis peuvent utiliser d'ailleurs complètement les erreurs qu'il a faites à Kaboul. La première erreur, donc, pas prendre le pouvoir, laissant le pouvoir à un homme qui était incapable, c'est-à-dire M. Rabbani, qui est devenu le président, qui a repoussé tous les Pashtuns des postes des ministères, qui était entouré de personnes qui n'avaient aucune compétence pour tenir des ministères, qui ont surtout détourné de l'argent, pensé à leurs propres intérêts. Massoud n'a cessé de se faire trahir comme ça par son entourage même proche, qui ont surtout pensé à eux, qui ont cru que Kaboul leur appartenait et qui ont énormément brouillé l'image de Massoud. Ensuite, Massoud a fait des alliances avec des hommes, comme par exemple un homme qui s'appelle Sayyaf. Sayyaf avait une haine contre les Hazaras. Les Hazaras, c'est la population chiite de l'Afghanistan. Eh bien, il a fait, les hommes de Sayyaf ont massacré, quoi. Il y a eu de vrais massacres dans les quartiers sud de Kaboul en 94-95. Et bien sûr, ça a rejailli sur la responsabilité de Massoud parce que c'était un allié. Et ensuite, Massoud n'a fait que continuer à faire la guerre en fait à Kaboul. Il a essayé d'amener la paix, donc il a fait la guerre contre les groupes qui semaient la guerre à Kaboul. Mais aux yeux de la population de Kaboul, il est apparu comme un chef de guerre comme les autres. Et ça a été vraiment là le brouillage complet. شیرازی اردو از هم گسخت از بین رفت پلیسی دیگر باقی نماند و دستگاه امنیت در هم شد و کوفته شد به عین شکل باقی ادارات دولتی در مجموع همه سقوط کرد. En 97, Massoud devient un homme qui est absolument clair avec lui-même. C'est un homme qui sait qu'il ne veut pas du tout le pouvoir. Il veut libérer cet Afghanistan de ses démons et des ingérences étrangères qui ne font que semer le feu dans son pays, surtout le Pakistan. En l'occurrence, pendant toute la période de présence des talibans, les Pakistanais sont toujours derrière. Eh bien, Massoud est très clair. Il veut cet État d'Afghanistan où les Afghans vont pouvoir vivre libres et en paix. Et là, pour moi, il a déjà choisi de toute façon de donner sa vie à cela. Et il n'en attend aucun retour, aucune reconnaissance forcément, quoi. Il a abandonné Kaboul aux talibans en septembre 96, en une nuit, il s'est replié. Et il a appris de toutes les erreurs de Kaboul. C'est un homme qui est devenu mûr, parce que je pense quelqu'un qui tire un enseignement de ses erreurs du passé, et ça arrive à tous les hommes, quoi. On apprend à vivre en trébuchant. Il a atteint un point de maturité qui, d'une part, lui ont fait très très clairement discerner le fait que la religion ne devait pas se mêler du politique. Qu'au nom de la religion, on ne devait pas interdire des choses. Les interdits, pour lui, étaient quelque chose de totalement contraire à tous ces principes justement de respect de la vie, de respect de la liberté. Et que, selon lui, les hommes devaient vivre et les femmes devaient vivre en liberté de conscience et choisir justement leur manière de vivre à partir du moment où ils étaient habités par le respect des autres. Et c'était très important chez lui, ça. Moi, je pense que Massoud est l'anti Ben Laden, bien sûr, et que je pense que s'il y a des jeunes qui, peut-être par provocation d'ailleurs, ou peut-être par frustration, ils expriment une violence, ils font de la provocation en prenant Ben Laden comme héros, comme modèle, c'est souvent qu'ils sont ignorants de l'existence de Massoud. Je pense qu'à partir du moment où ils auront vu le film sur Massoud, je pense qu'ils se rendront peut-être compte que là, ils ont quelqu'un de valeur. Ils ont un musulman, quelqu'un qui était religieux, et puis à la fois quelqu'un qui avait un courage fantastique et qui a traversé des épreuves avec beaucoup de dignité, beaucoup de force. Et donc là, ils ont quelqu'un qui n'est pas un destructeur, ils avaient quelqu'un qui était un fabriqueur. Massoud voulait être architecte d'ailleurs. C'était un homme qui était très imprégné par cette idée d'amener à nouveau la paix en Afghanistan. Et j'espère que le fait que Ben Laden ait été presque idéalisé maintenant par la répétition de son image dans tous les médias du monde, quand on en a fait un espèce de héros. Moi, je crois qu'on a fabriqué un héros de Ben Laden. On lui accorde une place énorme dans les médias, jusqu'à diffuser ses vidéoclips de provocation. C'est hallucinant, quoi. On a l'impression que notre monde est devenu un peu dingue, d'ailleurs. On fait la publicité d'un homme qui a décidé de nous détruire.
Donc, alors que un homme comme Massoud était un homme qui ne faisait que nous signaler qu'il fallait venir aider, qu'il fallait être conscient des dangers du terrorisme islamiste en Afghanistan. Et ça, on l'a pas entendu. Il y a des moments où on peut essayer de faire l'effort de comprendre quelqu'un comme Ben Laden et se dire qu'il y a des moments où ces attaques sont justes. C'est-à-dire que le monde occidental est aussi très critiquable sur certains aspects et aussi très haïssable sur certains aspects. Et je pense que là, c'est faire cet effort. Ce que des Américains essaient de faire, ils essaient de comprendre pourquoi ils sont tant haïs parfois. Je pense que s'ils poursuivent cette psychanalyse, ils y gagneront quelque chose. Et que peut-être les gens gagneront à justement être plus lucides sur le développement de notre monde très commercial, très envahi par la publicité, finalement, qui s'éloigne de plus en plus de la simplicité de l'être humain. Et à partir du moment où des fortunes se constituent et qui se développent de manière absolument incroyable, que des pouvoirs sont entre les mains d'hommes, de quelques hommes, alors qu'il y en a quantité d'autres qui n'ont même pas le pouvoir de pouvoir être libres le matin pour avoir de quoi manger, pour se nourrir. Il y a un tel déséquilibre dans ce monde que, effectivement, on ne pourra jamais être en paix et faire régner une certaine harmonie chez les êtres avec des différences aussi importantes. Et à partir du moment où l'argent ne sert pas à rendre heureux un maximum de personnes sur cette planète, mais au contraire sert à augmenter des capitaux de personnes qui n'ont même pas le temps de le dépenser, même pas le temps d'en jouir, on est dans une absurdité la plus totale. Donc je pense qu'il y a une lucidité à avoir sur les systèmes économiques d'aujourd'hui, mais je pense que ces événements amènent cette prise de conscience. C'est assez intéressant, quoi, de voir que les épiphénomènes parfois secouent suffisamment les consciences pour amener plus de lucidité sur le présent et essayer de mieux construire l'avenir. Aujourd'hui, dans beaucoup de médias, on parle des événements du 11 septembre 2001 comme les événements les plus tragiques donc de ce début du XXIe siècle. Mais je pense qu'on fait une erreur, là on est en train de commettre une erreur historique. On devrait absolument ne jamais oublier que les événements tragiques qui marquent ces attaques lancées contre l'Occident ont commencé le 9 septembre. Le 9 septembre, il y a l'élimination de celui qui pourrait être l'allié du monde occidental, c'est-à-dire Massoud, qui est un homme qui a suffisamment de maturité, de force, de charisme pour être enfin considéré comme l'allié du monde occidental. Et je pense qu'en éliminant Massoud, avant de lancer les attaques sur les États-Unis, ceux qui sont responsables de ce plan, qui ont pensé ce plan, ont extrêmement habilement joué. C'est-à-dire qu'ils amenaient une opacité assez grande sur l'Afghanistan d'aujourd'hui. Ils savaient qu'ils entraînaient les Américains et les alliés et leurs alliés à s'engager en Afghanistan, mais ils leur éliminaient le pion, l'homme qui aurait pu leur permettre beaucoup d'erreurs qui risquent d'être commises en Afghanistan. À partir du moment où il faut tout de suite couvrir l'événement sans aucun recul possible pour réfléchir à cet événement, eh bien là, on est complètement victime, on est complètement piégé par cette croyance que l'instant est porteur de la vérité. L'instant, le déroulement d'un événement au fil des instants, il est aussi la conséquence d'un passé, d'une histoire. Donc il faut aller convoquer cette histoire, il faut d'abord s'imprégner de ce qui s'est passé avant pour comprendre le présent. Et ça, les journalistes n'ont plus le temps de le faire. Donc lorsqu'ils se retrouvent envoyés sur le terrain de l'Afghanistan, ils arrivent dans un terrain qui est extrêmement compliqué et ils arrivent devant une situation qui a des lectures d'une telle complexité qu'elle mériterait d'être abordée avec beaucoup d'applications. Et ça, l'application, il n'y a plus le temps. Ensuite, il y a une autre chose dans les médias audiovisuels, c'est il y a toujours cette nécessité, eh bien, qu'il se passe quelque chose à l'image.
Donc il y a un journaliste, Dominique Derda de France 2, qui avec beaucoup d'honnêteté a montré au moment où on attendait la riposte américaine contre les talibans, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré des moudjahidines qui jouaient au volleyball. Ben là, il a eu raison, parce que c'était une réalité. Les types, ils jouent au volleyball, ils peuvent rigoler entre eux, ils boivent du thé, on attend, il se passe pas la guerre. Mais ça, c'était une image qui dénotait par rapport à la plupart des images qui étaient véhiculées par la presse audiovisuelle. La plupart des images, c'était, avant la riposte, c'était nous mettre en condition pour nous annoncer le spectacle qui allait se produire. Et donc, comment on nous annonce le spectacle? Alors, en reconvoquant sans arrêt les images terribles des avions percutant le World Trade Center, ça on les voit sans arrêt, quoi. Ils sont là comme une espèce de bande-annonce récurrente qui va nous amener en contrepoint la violence de la riposte qui va bientôt se déclencher. Et puis comment on annonce aussi, comment on fait de la bande-annonce sur le show de la riposte, c'est en nous montrant sans arrêt des images des entraînements des commandos des armées occidentales. Alors là, on a eu pléthore de reportages faits par les services cinématographiques des armées sur les commandos spéciaux, en nous disant que ces commandos spéciaux allaient être envoyés sur le terrain pour aller chercher Ben Laden. Et là, on est dans une fabrication qui nous décolle complètement de la réalité. Ensuite, il faut attendre quelques semaines pour que la riposte se déclenche sur l'Afghanistan. Alors là, la riposte, elle est d'abord aérienne. Alors aérienne, pour tous ceux qui connaissent vraiment l'Afghanistan et qui connaissent les positions des talibans, ça nous a tous fait rire. Enfin, on rit jaune. Mais ça nous a fait rire parce que lorsque les Américains ont mis 3 jours avant de dire que l'espace aérien afghan était enfin sûr, mais il était sûr depuis le début. La menace des talibans contre les avions américains ou contre les missiles Tomahawk qui coûtent des fortunes aux Américains, elle n'existait quasiment pas. Les avions que possédaient les talibans, c'était 4-5 coucous, des vieux MiG qui volaient très mal, qui étaient incapables d'abattre un avion américain. Les missiles qui restaient entre les mains des talibans, c'était des vieux missiles fournis par les Russes, ou alors c'était des missiles Stinger fournis par les Américains qui avaient été donnés aux groupes fondamentalistes, qui pouvaient être utilisés contre eux. Mais ils les connaissaient, donc ils avaient des systèmes de leurre qui étaient efficaces. Donc il y a un bluff vraiment complet à ce moment-là. Et on oublie une chose très importante, c'est que les forces de Massoud se sont fait toujours pilonner par une aviation, effectivement, mais une aviation qui venait du Pakistan. Ce sont les avions pakistanais qui venaient soutenir logistiquement les assauts des talibans lancés contre les hommes de Massoud et de l'Alliance du Nord. Et ça, c'est gommé. C'est gommé, et c'est très étrange. Ensuite, on a aussi la mystification autour de la destruction des camps d'entraînement. C'est aberrant, quoi. Et il y a des journalistes qui relaient ça. Ils disent, il y a de camps d'entraînement qui sont détruits. Mais c'est risible. Un camp d'entraînement, c'est n'importe quel endroit peut devenir un camp d'entraînement. Un camp d'entraînement n'a une valeur de camp d'entraînement et une menace de camp d'entraînement qu'à partir du moment où il est occupé par des hommes qui s'entraînent. À partir du moment où il n'y a pas les hommes qui s'entraînent, vous faites d'une cour de récréation d'école un fantastique camp d'entraînement pour commando. C'est quand il y a les instructeurs, quand il y a les explosifs, quand il y a l'apprentissage de l'utilisation des explosifs, qu'on a là un camp d'entraînement qui peut être opérant et dangereux. Mais les terroristes sont déjà partis dans la nature. Donc il y a tout ce bluff qui fait que les médias audiovisuels finissent par être piégés dans une espèce de représentation d'un spectacle qui se joue à côté d'une réalité qui est en train de se développer, qui est autrement plus complexe, à la fois plus complexe et à la fois plus simple. Commandant Massoud, un article paru dans l'hebdomadaire américain Time Magazine et repris par le mensuel français Actuel explique avec beaucoup de détails que vous avez reçu une aide massive en armes et en munitions avant l'offensive d'avril de la part des Américains. Oui, je suis en courant, mais je dis clairement que nous n'avons pas de relation directe ou indirecte avec les Américains. Je pense que la puissance aujourd'hui dans le monde est entre les mains, bien sûr, des Américains. C'est la puissance de ce monde américain anglo-saxon qui a une puissance économique fantastique et médiatique très importante. Et Massoud ne parle pas l'anglais. Et je vous assure que ça, c'est pas une boutade. C'est
C'est pas une anecdote, c'est pas un petit détail, c'est un détail très important. Massoud ne parle pas l'anglais, donc Massoud n'est pas considéré comme un interlocuteur possible pour les Américains. Vous ne parlez pas d'anglais, tous les gens intelligents parlent l'anglais, m'avait dit un des responsables de CBS une fois. Il m'a dit tous les gens intelligents parlent l'anglais, donc nous n'interviewons que ceux qui parlent anglais, puisque comme ça nous avons un rapport direct avec les gens qui sont intelligents, donc qui comptent dans le monde d'aujourd'hui. و در صورت کمی با یک قدم پایین ترترش حداقل دشمن به این متقاعد بسازیم که جنگ راه حل در افغانستان نیست و دشمن به این متقاعد شود که بیا سر میز مذاکره بشینه دست از جنگ بکشه و پاکستان و باقی کشورهای دیگه که در عقبش هستن به این نتیجه برسن که دیگه جنگ راه حل در افغانستان نیست با جنگ نمیتونن هیچ چیزی را حل بکنن. On a entendu Massoud dans les conférences de presse qui ont été données en France, on a entendu Massoud informer les Occidentaux du péril, de la menace, du danger islamiste, du terrorisme islamiste. Il l'a dit vraiment haut et fort, et haut et clair. Et moi je l'ai écrit dans le livre, et à un moment j'ai dit, comprendront-ils les Américains qu'ils seront victimes eux aussi sans doute un jour du terrorisme islamique sur leur propre territoire. Mais ça, c'est parti, quoi. C'était comme les paroles de paix des Pashtuns à l'Assemblée à Kaboul que j'avais filmé en 93. Je dis que leur discours de paix s'évapore comme des bulles de savon dans l'espace. Les paroles de Massoud pour alarmer et informer l'Occident des dangers du terrorisme islamique se sont dispersées et ont explosé dans l'espace de nos médias surchargés comme des bulles de savon. Ce film, c'était le résultat d'une quête pour moi de cet Afghanistan qui n'avait cessé de m'obséder, parce que je trouvais que c'était beau de voir une résistance d'un peuple de paysans qui ne se soumettait jamais à la présence des envahisseurs, d'abord les Russes pendant 10 ans, et je trouvais que l'Occident devait être attentif à l'Afghanistan. Et de film en film, au fil de cette histoire, du déroulement de cette histoire, j'avais essayé d'attirer l'attention des spectateurs et des hommes politiques occidentaux vers l'Afghanistan, avec ce support de la caméra, du témoignage filmé. Et puis c'était en vain. C'était en vain parce que on n'a jamais réussi vraiment à faire parler beaucoup de l'Afghanistan dans les médias occidentaux. Et là, en 97, j'avais entendu dire qu'il était encerclé, que c'était la fin de Massoud. Les talibans avaient pris le contrôle de 95% du territoire de l'Afghanistan et on avait l'impression que c'était fini, quoi. L'histoire de Massoud et du combat de Massoud et des hommes avec Massoud était en train de s'achever. Et à ce moment-là, je me suis dit c'est pas possible, quoi. Moi, je m'étais résolu à ne plus retourner en Afghanistan après l'échec de Kaboul, après la guerre à Kaboul. Je m'étais dit c'est pas possible, je peux pas revenir. Je veux pas voir ça, quoi. J'avais trop rêvé de ce pays en paix, j'avais trop filmé des hommes qui se battaient pour amener cette paix en Afghanistan, et je me suis dit je peux pas, c'est fini, quoi. Ça ne sert à rien de continuer à filmer, et puis l'Occident est aveugle et muet devant ce qui se passe en Afghanistan. Et en fait, je me suis dit on peut pas abandonner, je peux pas abandonner maintenant, quoi. Il faut que j'y retourne. Massoud poète et Massoud aimant les poètes et les poésies, ça c'était vraiment par hasard, quoi. On était en plus c'était un endroit très 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 inconfortable et très désagréable parce qu'il y avait des survols d'avions à ce moment-là et on pensait vraiment qu'on allait être bombardé. Et croyez-moi, lorsqu'on est on n'est pas dans de la fiction, quoi. C'est pas un film de fiction. J'ai pas d'effets spéciaux, j'ai pas de spécialistes en effets spéciaux qui sont là pour m'organiser des simulacres de bombardement. Je suis dans la réalité. Lorsque je suis dans le petit bureau avec Massoud, une demi-heure avant, il y a eu au moins 4 passages de MiG et les passages d'avions supersoniques bombardiers, ça vous prend aux tripes, quoi. Ça vous fait, vous vous sentez comme un lapin, quoi, qui va être peut-être rôti. Vous avez peur. Donc il y avait cette fragilité, on se dit ils vont repasser, peut-être que ça va bombarder, peut-être que ça va être les derniers instants qu'on est en train de vivre. On a ça en soi. Et je filme, puis donc je demande à Massoud, mais comment faites-vous, quoi, pour concilier votre vie et votre travail politique? Celui-là, il est en train de mettre sa chaussure, puis il dit bon, naturellement, quoi, en rigolant, et puis là on attendait les voitures pour nous amener vers la ligne de front qu'il devait inspecter pour préparer son opération. Et il prend le petit journal qu'ils éditent dans
dans la vallée du Panjshir qui s'appelle Le Messager, et il l'avait lu, lui, pendant la nuit, et il se met à lire à nouveau un poème écrit par un poète du Panjshir à ces hommes. Alors, ces hommes sont comme des collégiens qui se font prendre en flagrant délit de travail mal fait ou pas fait, ou de devoirs non faits. Ils se font gronder par leur chef parce qu'ils n'ont pas lu le poème, et puis qu'en plus ils s'en foutent. Parce qu'ils n'ont pas le même attrait pour la poésie que Massoud, mais ils sont là tous appliqués en train de lire leur poésie, et moi je trouve ça très drôle, quoi. Alors je filme la scène, et puis Massoud dit d'ailleurs une chose, ceux qui sont attentifs, il dit bon ben je vais la lire pour vous, bon mais toi qui es mollah, de toute façon on s'en fout, tu comprendras rien. Il aimait bien charrier les mollahs, quoi. Le mollah, c'est un petit peu comme dans notre pays en France, on avait l'habitude, le curé du village, on le charriait gentiment, quoi. J'avais envie de capter ce qu'il avait ressenti tout au long de ces années après avoir perdu tant d'amis. La plupart de ses amis sont morts tout au long de ces années de guerre. Donc j'avais envie qu'il me parle avec émotion de la perte de ses amis, du sacrifice de ses amis dans ce combat. Mais ça, c'était mal connaître d'une part la mentalité afghane. Un Afghan ne montre jamais sa tristesse, quoi. Ça se fait pas. Sauf à l'enterrement de Massoud, où ça a été quelque chose d'incroyable. C'est qu'il y a des milliers d'hommes qui se sont mis à pleurer. Et ça s'était jamais vu, quoi. Les hommes ne pleurent pas. On pleure à l'intérieur. On pleure à l'intérieur de soi, ou on pleure chez soi, mais certainement pas en public. Et Massoud ne pouvait pas me parler, quoi, de ce qu'il avait ressenti, de ses sentiments. C'était pas afghan. Les Afghans sont assez rustiques, sont résistants. Par exemple, un Afghan qui est blessé, sans anesthésie, vous allez percuter sa blessure. Il y a certains hommes qui vont pas broncher, quoi. Ils vont serrer les dents, mais ils vont pas broncher. Il y a une culture de la souffrance en Afghanistan qui est très nette. C'est vrai que dans les pays occidentaux, on voit, quoi, au contraire, il y a une frilosité et une peur permanente. C'est-à-dire qu'on voit bien, d'ailleurs, avec la menace des attentats, par exemple, les gens ont peur. Ils ont très facilement peur. Ils sont vraiment vulnérables à la panique, au mouvement de panique. En Afghanistan, non. Pas ça. Il y avait une accoutumance, un entraînement, et puis toujours cet orgueil de ne pas montrer sa peur. L'ennemi a un peu gagné si vous fait peur. Donc on ne doit pas avoir peur. Et ça, c'est très net chez les Afghans. L'Afghan, c'est pour ça que le terroriste n'est pas afghan. Le terrorisme est amené par ces groupes arabes, mais on ne va pas aller mettre une bombe dans un marché pour tuer des innocents. Non, c'est pas ça. Il y a dans la culture afghane, il y a ce respect du courage, quoi. L'adversaire, on l'affronte de face. Les Afghans ne nous ont jamais interdit de filmer quoi que ce soit. Donc il y a toujours une liberté totale. S'il n'y a pas de femmes dans le film, et d'ailleurs c'est toujours la question qui revient lorsque des Occidentaux voient le film, pourquoi vous n'avez pas plus montré les femmes? D'abord c'est parce que je m'appliquais à suivre le travail de Massoud et l'action de Massoud. Donc il y avait surtout ce sont des hommes qui étaient autour de lui. Et puis l'autre chose, c'est par respect de la culture afghane et des coutumes afghanes, qui fait qu'un étranger ne regarde pas une femme, le visage d'une femme. Les femmes sortent dans la rue avec leur chadri. Elles peuvent voir sans être vues. Elles doivent pas être vues parce que ça serait indécent. Et puis les filmer et tout d'un coup les exposer après au regard de tout le monde, c'était pas possible, quoi. C'était quelque chose que je ne voulais pas faire. Je voulais pas trahir la confiance qu'ils avaient placée en moi de respecter leurs coutumes à cette époque-là. Cela dit, moi je peux vous dire, et pour avoir connu beaucoup de femmes infirmières ou médecins françaises qui ont vécu avec des femmes afghanes, je peux vous dire que les femmes afghanes, elles sont loin d'être soumises. Il y a de sacrées personnalités chez les femmes afghanes, et il y a quantité d'hommes qui sont allés faire la guerre, qui sont devenus des résistants, parce que c'était leurs femmes qui leur insufflaient de la force, qui leur disaient que ça suffisait de fanfaronner entre hommes, que maintenant il fallait qu'ils aillent démontrer leur courage sur le champ de bataille. Et les femmes afghanes, elles sont souvent très drôles, elles ont beaucoup d'humour, comme les hommes d'ailleurs afghans. Elles ont un espèce de côté libertaire, un côté insolent, qui est propre à ce peuple.
Il y a eu 4 mois et demi de montage. Je commence à travailler le montage avec Jean-François Giré, qui est un monteur avec lequel j'ai fait de nombreux films sur l'Afghanistan. J'ai fait 8 films avec Jean-François sur l'Afghanistan. Et au bout d'un mois, nous décidons d'arrêter de travailler ensemble parce que Jean-François connaissait trop mes films précédents. Il n'arrivait pas à prendre de recul. Donc, d'un commun accord, on décide d'arrêter et que je trouve quelqu'un d'autre pour monter. Je choisis une femme, Tatiana Andrew, qui, comme seuls souvent savent le faire les femmes, avec une perspicacité, une obstination incroyable, et beaucoup de finesse, elle se met à reprendre tous mes films précédents, les rushs des films précédents, et puis à me questionner sur ces films. Donc elle m'aide à aussi accoucher de cette écriture d'un texte à la première personne. C'était pas naturel du tout pour moi. Moi, je suis aussi d'un naturel assez pudique et j'avais pas a priori la capacité de pouvoir me mettre un peu à nu et d'écrire à la première personne, et encore moins de dire le texte. Un texte pour me faire parler moi à la première personne, c'était inconcevable pour moi. Alors j'y arrive avec Tatiana, j'y arrive peu à peu, et nous commençons à construire ce film en alternant à la fois le présent de 97, et puis les images du passé. Convoquer à nouveau les images du passé pour peu à peu restituer l'itinéraire qui a été celui de Massoud à travers la tragédie des guerres en Afghanistan. J'ai rassemblé les traces de cette singulière aventure pour survivre à tout ce bluff qui nous entoure et pour quelque chose de plus précieux que je vais vous confier. On les critique après lorsqu'on a fait un film, mais celui-là, je sais qu'il est juste, Il n'y a pas, je le signe et je le re-signe. Il est complètement juste pour moi. Et le fait aussi d'avoir parlé, par exemple, de la mort de mon père que j'ai apprise alors que j'étais chez Massoud, c'était quelque chose pour moi d'important pour faire sentir aux spectateurs que je ne trichais pas. J'étais un Français qui était chez des Afghans, mais mes histoires personnelles, elles venaient s'imbriquer aussi dans la vie de ces Afghans. Et je pense que ça émeut beaucoup de gens. Et ça leur permet aussi de rentrer dans cette complicité avec les Afghans, de tout d'un coup d'avoir quelqu'un qui leur parle de la mort de son père, et puis qui convoque une image de Paris. Tout d'un coup, dans cette image de l'Afghanistan, il y a un homme qui fait la prière dans la montagne, et puis tout d'un coup, je fais rentrer une image de Paris. Et je pense que là, le lien peut s'opérer, entre spectateur occidental et cet Afghanistan qu'il découvre à travers un film. Donc on n'est pas que spectateur, mais on est aussi partie prenante. On est attaché à cette chose que j'ai trouvée à la fin de mon parcours et à la fin de mes interrogations, c'est de me dire que finalement un film, ça avait vraiment de l'importance parce que ça faisait exister un petit fil qui nous lie les uns les autres, Et si ce petit fil existe, eh bien, on a gagné quelque chose. Il y a 2 parcours dans le film. Il y a celui de Massoud qui fait sa résistance pour un pays libre, et puis il y a celui que je représente en étant un des défenseurs de ce regard du cinéma du réel, de cette meilleure compréhension de la réalité qui nous entoure à l'aide d'une caméra. Et donc moi aussi, je fais partie de ces résistants dans le monde d'aujourd'hui. Donc on a 2 résistances qui se côtoient et ça m'est apparu assez évident après, tout au long du montage du film. Moi, c'était toujours une leçon, de parler avec Massoud. Il y avait toujours une leçon, c'était de ne jamais désespérer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que son combat est juste, je pense qu'il faut le mener tout le temps. Il faut jamais baisser les bras, il faut jamais capituler. Et l'avenir peut amener de bonnes surprises. C'est-à-dire on peut peut-être mener à bout son combat.